présenter le sujet, je vais vous parler un peu des difficultés que j'ai pu avoir lors de mon stage, notamment lors des premières semaines où c'était assez difficile. C'est vrai que l'automobile, c'est un domaine qui m'est assez éloigné parce que moi j'ai étudié, comme dit, la mécatronique, la robotique. L'automobile, c'était quelque chose de nouveau, mais c'était un domaine que je souhaitais justement découvrir et pas rester cantonné au monde des robots, au monde du laboratoire, là où la plupart des étudiants de mécatronique sont destinés. Bon, pas tous finissent là-bas, mais voilà. En règle générale, souvent les gens ils faisaient des stages dans des laboratoires de recherche. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Je voulais vraiment ouvrir le champ du possible afin de pouvoir trouver un métier dans le monde de l'automobile où il y a énormément d'innovation et où ça paye énormément. Donc au début, le problème, c'est que le sujet de stage n'était pas bien défini. Je suis arrivé, déjà on a mis à peu près 2 semaines pour installer un peu tous les logiciels, mettre en place toutes les licences. Donc ça a pris énormément de temps. Ensuite, mon sujet de stage, je l'ai réellement eu qu'après 3 semaines. Donc pendant les premières semaines, j'étais en train installer les licences, installer les logiciels et essayer de comprendre ce qu'ils faisaient chez Toyota. Donc étant donné que moi je connaissais rien au milieu de l'automobile ni au système ADAS, j'ai énormément cherché de la littérature scientifique sur ce qu'est l'ADAS, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend en compte, comment on peut réaliser des simulations mettant en scène des systèmes ADAS, comment les autres entreprises font pour réaliser des simulations. Bon, bien sûr, j'ai pas pu trouver d'infos sur ça parce que souvent c'est confidentiel et c'est pas partagé dans des revues scientifiques. Mais au moins j'ai pu avoir les bases de ce qu'est la DAS et comprendre dans la globalité comment fonctionne le système. Après, ça m'a pas pris non plus énormément de temps. Mais au début, c'est vrai que c'était un peu difficile de se dire qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il ne faut pas chercher. Mais au final, ce que j'en retiens, c'est que il ne faut pas s'en faire. Au début, c'est toujours normal que ce soit difficile, qu'on ne sache pas réellement où aller, mais au fur et à mesure des semaines, tout se démêle et tout devient beaucoup plus clair et limpide. Moi, de toute façon, je sais que je suis une personne qui arrive tout le temps à s'en sortir. Vraiment, je vous dis, j'ai vécu des situations de ouf dans la vie, je m'en suis toujours sorti. Alhamdoulilah, je suis pas rebeu, mais grâce à Dieu, franchement, tout se passe très bien dans ma vie. J'espère que ça va continuer comme ça. Et je sais que je suis quelqu'un de battant, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Donc je sais que dès que je souhaite quelque chose, j'y arrive toujours. Donc j'espère que vous avez la même mentalité. Parce que c'est sur une telle mentalité qu'il faut partir, surtout si derrière vous n'avez pas le bagage technique qu'il faut pour aborder une certaine mission. Donc accrochez-vous, tout va très bien se passer, il faut juste avoir confiance en vous. Ça, c'est le point le plus important. Ensuite, le point qui m'a un peu dérangé, c'est le fait d'être livré à moi-même. Au début, j'allais à l'entreprise tous les jours pendant les 2 premières semaines, le temps d'avoir l'équipement, le temps de réaliser les installations et tout. Et puis petit à petit, j'allais de mois en mois, c'était 1 fois par semaine. Et puis au bout d'un moment, le confinement est arrivé de nouveau en Belgique et un peu dans l'Europe entière, dans le monde entier. Ce qui a fait qu'on a eu un deuxième confinement, je crois, à ce moment-là, ou c'était un troisième, non, un deuxième. Et donc là, c'était vraiment en full télétravail. Il n'y avait pas besoin d'aller à l'entreprise parce que c'était interdit. Donc ouais, il y avait justement ce problème que j'étais tout le temps livré à moi-même. Je travaillais sur mes missions depuis la maison. Voilà, j'ai mes entretiens techniques régulièrement avec mon manager, mais je devais tout chercher par moi-même, il n'y avait pas d'interaction humaine. Je pouvais demander à certains employés parce que voilà, on s'était fait la présentation et on avait un entretien hebdomadaire avec toute l'équipe par Teams, même si on n'avait rien à dire ou quoi. Voilà, on se connectait, on écoutait les avancées des uns et des autres. Donc ça, c'était vraiment cool, le fait qu'on ait une telle interaction. Maintenant, j'étais le seul à travailler sur mon sujet. Et étant donné que j'étais le seul à travailler sur mon sujet, il n'y avait pas réellement de coopération comme ils en parlaient dans le sujet de stage. Et ça aussi, ça m'a un peu pris au dépourvu. J'aurais voulu intégrer une équipe, apprendre tout plein de choses, apprendre ce que lui faisait, vous voyez, un peu toucher à tout, m'intéresser parce que moi je suis quelqu'un de très curieux, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc là, j'étais livré à moi-même avec mon PC, j'étais en train de rechercher comment on fait ci, comment on fait ça. Des fois, je posais des questions. Mon manager, il m'aidait quand il pouvait, sinon d'autres employés. Mais en règle générale, je devais trouver l'information par moi-même. Ah oui, aussi, j'ai oublié la 3e difficulté, c'était de comprendre le modèle qu'ils ont fait. Le modèle qu'ils ont fait n'était pas du tout documenté, donc j'ai dû, pour y arriver, me plonger là-dedans.
Au début, je souhaitais vraiment apprendre tout plein de choses, chercher de la littérature, comment fonctionne ci, comment fonctionne ça, comment les autres font. Mais au final, ce qui m'a réellement débloqué, c'était me plonger dans le code et essayer de comprendre comment fonctionne le code à partir de zéro. Donc voilà, je me suis plongé dans le code. Au début, c'était assez difficile, la première semaine. Et puis, à la fin, quand je suis sorti de là-bas, j'étais expert sur ce code. C'est-à-dire, je connaissais le code par cœur. Tu me demandais un truc, je savais où était tel paramètre, comment était fait ci, comment était fait ça. Vraiment, j'étais devenu un boss de ce modèle. Et ça, c'était une très grande fierté pour moi, d'avoir pu appréhender quelque chose que je ne comprenais pas du tout, qui était totalement nouveau pour moi, en un temps si court, je dirais. Donc pour ce qui est des outils utilisés, j'ai utilisé MATLAB et Simulink. Simulink est une librairie de MATLAB qui permet de réaliser de la programmation de très haut niveau, donc pouvoir écrire le moins possible de lignes de code, mais pouvoir notamment assembler des espèces de blocs qui permettent de réaliser des fonctions. Donc au lieu d'écrire des centaines de lignes de code pour dire bonjour, là tout simplement on a un bloc, tac, on le dépose, ça dit bonjour. Bon, là je le vulgarise beaucoup trop. En réalité, le modèle il est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de choses dans le modèle, mais voilà, ça permet de réaliser quelque chose très proche de la réalité sans qu'on ait le même niveau de complexité que le système réel qui sera sur le véhicule. Parce que là, on veut faire de la simulation, on veut faire un modèle. Pourquoi je disais MATLAB Simulink? Tout simplement parce que derrière le simulateur qu'on utilisait, le simulateur c'est ce qui va modéliser le véhicule, la route, les conditions dans lesquelles le véhicule va rouler, le dynamisme du véhicule, la cinétique du véhicule, la manière dont le véhicule se mouvoie, la manière dont le véhicule va réagir face aux sollicitations extérieures. Tout ça c'est pris en compte et c'est déjà programmé dans un simulateur qui s'appelle CarMaker. C'est fortement utilisé dans l'industrie automobile et CarMaker prend en charge MATLAB et notamment Simulink. Donc c'est-à-dire que d'un côté on avait notre simulateur qui simule tout le véhicule en entier. On lui a soustrait certains signaux pour pouvoir les traiter dans MATLAB Simulink. Ça c'est notre système de freinage, notamment tout ce qui est paramètres de caméra, c'est-à-dire on détecte quelque chose à l'avant, à quelle distance, ça tout de suite c'est traité directement par notre simulateur et nous on a la donnée traitée qui arrive dans MATLAB et à l'aide de ces informations de distance, de position de l'autre véhicule qui est en train de freiner par exemple en face de nous, on va être capable, avec un calcul complexe, ça c'est tout ce qui se passe dans notre MATLAB, dans notre Simulink, on va avoir une donnée de sortie qui est notre consigne de freinage. Comment on va freiner? Voilà, on freine très fort, on freine un tout petit peu, après on arrête de freiner, après on refreine à fond. Voilà, tout ça c'est fait automatiquement par MATLAB. Mais bien sûr, il faut le coder tout ça. Et tout ça, ça a été codé par de précédents étudiants. Et moi, mon but, c'était justement d'améliorer ce modèle, le rendre encore plus fidèle par rapport à la réalité, améliorer l'efficacité de ce modèle sur les scénarios tirés de Euro NCAP, ce que je vous ai présenté plus tôt. C'est des scénarios de base qui sont déjà définis, qu'on peut retrouver sur Internet, mais aussi mettre à jour notre modèle par rapport aux nouvelles spécifications de Toyota. Voilà ce qui était mon boulot lors de ce stage. J'ai pas envie de pousser encore plus loin, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Il y a énormément de choses que je peux vous évoquer. Si jamais ça vous intéresse, lâchez un commentaire et peut-être j'irai encore plus dans le détail sur ce que j'ai fait lors de ce stage de fin d'études. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner parce que ça me donne la fort, vous le savez déjà. J'arrive prochainement encore avec d'autres vidéos toujours qui vont traiter un peu de ce sujet. Il y aura des vlogs et tout, comme je vous ai dit. J'ai beaucoup de contenu qui est en attente. Donc là, il faut produire maintenant. Donc let's go, on est ensemble.